Alors, salut à tous. Ben, écoutez, moi, je m'appelle Mason Ewing. J'ai 37 ans. Ma petite particularité, c'est que j'ai été élu le premier styliste et producteur de cinéma au monde aveugle. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux raconter un peu d'où tu viens? Alors, je viens d'où? Tout d'abord, moi, je suis né au Cameroun. Donc, j'habitais sur une petite ville qui s'appelle Douala, qui est un peu une des capitales économiques du Cameroun, justement. Voilà. Ma mère était camerounaise, italienne, mon père américain. Donc, voilà. Je peux recommencer parce que. Alors t'inquiète pas, déjà, sache que je fais du montage, donc je D'accord. coupe les passages. Si tu veux recommencer, tu recommences autant que tu veux. Ouais, Mais ouais, l'idée, c'est surtout euh, un échange, et moi après, je coupe, et peut-être qu'on va parler pendant un moment, mais que la vidéo, elle sera plus courte, tu vois. Peut-être d'accord. pas, mais je fais beaucoup de coupage, de coupe, Hmm. donc t'embête pas trop avec ça. Mais vas-y si tu veux. Ok. Alors, moi, je vivais au Cameroun à Douala avec ma mère, mon père. Voilà, ma mère était d'origine camerounaise et italienne et mon père américain. D'accord. Et donc t'as vécu combien de temps au Cameroun? J'ai vécu pas très longtemps, malheureusement, jusqu'à l'âge de mes 6 ans et demi, puisque j'ai emménagé en France en janvier 89. Donc, j'allais avoir 7 ans en avril. Ok. T'as beaucoup de souvenirs du Cameroun? Euh, Bah, pour le peu que j'ai vécu là-bas, j'ai pour moi beaucoup de souvenirs. Après, pour beaucoup de monde, on va dire pas assez. Parce que j'ai quand même passé des moments magiques avec ma mère, des moments magiques avec mon arrière-grand-mère, et puis avec mes amis, avec mes frères. Donc, pour moi, oui. Et c'était comment? Eh ben, comme je viens de dire, en fait, mais les moments étaient magiques. Parce qu'on va te dire que j'étais dans une famille qui était assez sympathique. Mon arrière-grand-mère me donnait beaucoup d'amour. Ma mère était une femme merveilleuse. Mes frères, tout se passait très bien. J'avais des amis. Franchement, c'était vraiment super. Et j'avais un père qui était. Mon père était adorable, donc une personne que malheureusement, j'ai pas pu connaître. J'ai pas assez connu même, on va dire, parce que j'ai vu quand même jusqu'à l'âge de mes 6 ans et demi. Et après, plus rien. Mais bon, sinon, c'était des moments assez magiques avec ma famille. D'accord. Et donc après t'es parti en France, C'est ça. et ça s'est pas très bien passé. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu veux raconter, ou tu veux plutôt... Ah non, non, il n'y a pas de souci. En fait, moi, je suis arrivé en France en janvier 89. J'ai été vivre chez mon oncle et ma tante, donc qu'on appelle Lucien et Jeannette et Cola, qui sont... Ma tante de base, c'était la tante de ma mère, donc c'est ma grande tante. Et quand je suis arrivé en France, j'ai emménagé à Choisy-le-Roi. J'ai été vivre chez eux. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai retrouvé une autre enfant qui avait 2 ans de plus que moi, qui s'appelait Anne-Carine, et elle avait 7 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, pendant les années que j'ai vécu chez ces gens, que je pensais qu'elle allait m'apporter du bonheur, m'ont apporté plus de l'enfer qu'autre chose. Parce que pendant 8 ans, et en fait, ils m'ont battu. Pendant 8 ans, ils m'ont brûlé. Et pendant 8 ans, ils m'ont séquestré. Ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le sexe. Et pendant 8 ans, ils m'ont empêché de manger. Et pendant toutes ces années, j'étais leur esclave. C'est-à-dire que je devais faire le ménage, c'est moi qui devais laver leur linge, et je devais repasser leur linge, et je devais faire à manger. Voilà. Je dis même je devais parce que là, on compte mon histoire, mais en fait, on devait puisqu'on était 2 enfants. On était vraiment leur esclave. Et je pense que ça n'a pas été très facile non plus pour Anne-Carine, puisqu'elle avait 9 ans. Ce n'était qu'une enfant. Donc c'était très très difficile. Donc surtout, comme je dis souvent aux gens, l'histoire du piment, me mettre du piment dans les yeux, la purée de piment, parce que la purée de piment, c'est quelque chose d'assez horrible, quelque chose d'assez atroce. La purée de piment, c'est quoi? Parce que nous, les Africains, vu qu'on aime beaucoup la nourriture très épicée, très pimentée, et je dis souvent que la harissa, c'est rien à côté. Je dis souvent que même le piment asiatique, moi, je trouve que c'est rien. Je sais parce que je le mange naturellement, ça ne me dérange pas du tout. Alors que la purée de piment, qui vient du Cameroun en tout cas, de mon pays, c'est des gros morceaux de piment rouge qui sont écrasés, mixés dans un robot avec des oignons, avec de l'ail, où dedans il y a des condiments pardon, africains. Et tout ça mixé. Et dès le moment que c'est bien mixé, on met ça dans une sorte de bocal. Et après, on met de l'huile dedans, on met du sel et du poivre. Et ça va dans le frigidaire. Et je peux vous dire que déjà que le piment c'est violent, avec l'ail et les oignons, alors c'est encore 2 fois plus violent, avec le sel et le poivre.
et les continents africains, et en plus au frais, je peux vous dire que c'est abominable. Donc ma tante, elle m'écartait les yeux comme ça en grand, et puis elle mettait de la purée de piment dans chaque œil, voilà. Et ça durait des heures, des heures, des heures. Ça durait pendant des heures. Ça ne durait pas 2 minutes ou 3 minutes ou 5 minutes, ça durait des heures. Elle mettait ça sur les yeux et sur le sexe. Et c'est comme ça que tu es devenu aveugle ou c'est plus tard? Alors, je suis devenu aveugle, pourquoi? Je suis devenu aveugle à force parce que, en dehors de me mettre du piment, il me battait, elle et son mari Lucien, justement, il me battait beaucoup en me battant avec des barres de fer, des massues, me tapant avec des ceintures. Des fois, elle m'amenait dans la salle de bain, elle prenait ma tête, alors que je n'avais que 6 ans et demi. Elle me tapait ma tête contre des carrelages de la salle de bain, contre le bord de la baignoire. Et on dit toujours qu'à cet âge-là, le crâne d'un enfant n'est pas encore formé. J'étais encore trop petit, trop jeune. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 14 ans, après tous les chocs et tous les coups que j'ai reçus, puisque j'avais beaucoup de douleurs violentes au crâne, j'avais les yeux qui me brûlaient beaucoup, qui me piquaient, j'avais plein de mycoses qui sortaient de mes yeux, on ne savait pas d'où ça venait, ça poussait, ça me faisait très mal. Et j'avais beaucoup de migraines. En fait, je suis tombé dans le coma. Et je suis tombé dans le coma, et puis en fait, je suis resté 3 semaines dans le coma, je suis mort. Et quand je suis mort, on m'a amené à la morgue. Sauf que je suis revenu à la vie après, alors que personne ne s'y attendait. J'étais décédé, mais je suis revenu à la vie. Et comment tu penses que tu as tenu pendant toutes ces années? C'était quoi ta force? Comment je pense que j'ai tenu? Alors ma force, franchement, pour moi, comme je dis tout le temps, ça a été la mort de ma mère, Marie. Ma mère m'aimait. Elle a toujours, toujours été là pour moi. Ma mère, elle a été la personne qui m'a donné cette force, elle, qui, même si elle était décédée, parce que ma mère, elle est morte, elle avait 20 ans, en fait, elle vivait à travers de moi. Elle m'a soutenu, c'était mon rock, en fait. Et il y a ma mère, et aussi mes amis, tous les amis que j'ai toujours, les amis qui ont toujours été là pour moi, et aussi cette envie d'y arriver. C'était le cinéma à la mode, ça m'a beaucoup sauvé. Donc c'est toutes ces personnes qui m'ont aidé, parce que je précise, moi quand j'avais 11 ans, c'était en 1993, j'avais 11 ans, j'ai commencé à partir en fugue. Parce que j'ai appris avec le temps qu'en France, il y avait des droits pour les enfants, d'après ce que je croyais, et qu'on pouvait aller voir la police pour se protéger. Mais malheureusement, c'est moi qui en ai payé le prix fort, parce que j'ai été appelé à la police, j'ai été voir la police, appelé à l'aide, j'ai fait énormément de fugues. J'ai été voir énormément de commissariats de police, j'ai été voir la brigade des mineurs. Voilà. Et chaque fois, la police faisait la même chose. Chaque fois, ils me remettaient chez mes bourreaux. Chaque fois, mon oncle et ma tante, et voilà, ils me récupéraient. Et ils ne s'en rendaient pas compte, mais quand ils me récupéraient, j'étais encore battu de plus belle. J'étais encore puni de plus. Et voilà. Et en plus, il y avait des sortes de punitions qui étaient assez violentes. Souvent, j'avais les bras tendus, comme ça, alors que j'étais un enfant. De chaque côté, j'avais un dictionnaire, à gauche et à droite, voilà. Et à peine que mes bras descendaient un tout petit peu, ils me brûlaient avec des allumettes, des briquets, ou mettaient un coup de ceinture. Donc j'étais obligé tout de suite de relever mes bras. Et c'était vraiment très violent. C'était des tortures qui duraient pendant des heures. Et je ne le souhaite à aucun enfant. Je le souhaite à aucun enfant. On me dit souvent, oui, mais il y a des choses pires dans la vie. Par exemple, il y a il y a une bombe qui a explosé et un enfant est mort. Eh bien, moi, je vous dis clairement, j'aurais préféré mourir comme ça, honnêtement. Parce que ce que j'ai vécu, personne ne pourrait se mettre à ma place et personne ne peut vraiment comprendre. Et personne ne pourra jamais comprendre. Même si aujourd'hui, il y a eu un procès, il y a eu des experts qui croyaient, il ne peut pas comprendre. Ces experts, d'ailleurs, je les ai trouvés tous stupides. Parce que j'ai souffert, j'ai vécu des atrocités. Et les juges croient qu'ils se prennent pour des dieux. Ils se permettent de venir, de mettre des gens comme ça qui vont venir pour dire ce qui m'arrive dans la vie. Ils ne peuvent pas savoir. Ils n'étaient pas là. C'est moi qui ai vécu ces souffrances. C'est moi qui ai enduré cette torture, on va dire cette atrocité. Et c'est moi qui ai perdu la vie aujourd'hui. C'est moi qui ai été traumatisé et qui sera toujours traumatisé à vie. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Et on croit qu'on peut oublier. Non, on ne peut pas oublier. Moi, je n'oublierai jamais. Même si aujourd'hui je suis heureux, je ne peux pas. Je ne peux pas du tout. Parce que j'ai été privé quand même pendant 8 ans. Lucien Ekwala, cet oncle qui m'a enfermé dans une chambre pendant 8 ans. Il m'empêchait il me nourrissait pas. Je ne pouvais pas aller aux toilettes. Je ne pouvais pas aller aux toilettes. Et rien que aller aux toilettes, je ne pouvais pas rien que pour aller faire mes besoins. Et des fois, il partait pendant une semaine, il m'enfermait dans une chambre. Et j'avais quoi? J'avais un petit poulet, de quoi manger pendant une semaine. Et les gens ne se rendent pas compte de ce que j'ai enduré. Tellement j'étais traumatisé, j'ai fait pipi au lit pendant des années, j'ai fait pipi au lit. Parce que j'étais tellement traumatisé par eux que
c'était horrible. C'était très difficile. Et le truc qui m'a le plus affecté, c'est que j'allais voir la police. J'ai été appelé la police, j'étais chercher de l'aide. Et oui, je dis, les enfants malheureusement ne sont pas assez écoutés. Est-ce que c'est ma couleur de peau qui dérangeait? Parce que, je le précise bien, je me faisais arrêter par la police. Et pardon, quand la police, quand j'allais les voir, ils faisaient quoi? Ils me mettaient dans une cellule et ils me tapaient. Ils me battaient alors que j'avais 11 ans. Parce que je venais tout simplement sauver ma vie. Je voulais juste simplement sauver ma vie, dire, voilà, on me maltraite, est-ce qu'on peut m'enlever de là-bas? C'est tout ce que je demandais. C'est qu'on me retire de chez mes bourreaux. Et la police ne me croyait pas parce que pour eux, c'était impossible qu'on puisse me faire des choses aussi atroces. Ben, clairement. Comment c'est possible qu'on mette du piment dans les yeux d'un enfant? Comment c'est possible qu'on puisse le brûler? Comment c'est possible qu'on puisse le mettre à genoux et le mettre, voilà. Et comment c'est possible qu'on puisse le taper avec une massue, avec des barres de fer? Et pour eux, c'était invraisemblable. Et pourtant, ça arrive, et ça arrive encore tous les jours. Et malheureusement, on ne veut pas en parler parce que pour les gens, eh ben, c'est quelque chose d'impossible. Eh ben non, l'histoire du piment, ça existe encore. Et moi, c'est mon combat. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre, parce que je veux vraiment que les gens comprennent que tout ça doit cesser. Et enfin, c'est vrai qu'il y a un côté invraisemblable dans ce que tu racontes, et c'est pour ça que c'est très important que tu le racontes. Et enfin, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment t'en es arrivé là où t'en es aujourd'hui, comment tu t'es construit après tout ça. Alors, comment j'ai fait pour en arriver là? Ben, c'était très, très difficile. Oui, honnêtement, j'étais très naïf parce que pendant longtemps, je pensais qu'après tout ce qui m'était arrivé, que j'aurais eu un peu de répit. Déjà, les gens n'ont pas cru en moi. Et je le dis honnêtement parce que avant d'en arriver là, j'étais placé parce que je suis sorti du coma, je me suis réveillé, je suis devenu aveugle puisqu'avant je voyais, j'avais perdu la vue. Après avoir perdu la vue, on m'a placé dans des familles d'accueil. Les familles d'accueil, ça s'est très très mal passé parce que les familles d'accueil me traitaient de sale noir. Ils disaient que les noirs étaient faits pour être brûlés. Il y en a qui me nourrissaient avec la nourriture pour chiens. Et ce qui était assez horrible, c'est que l'État français, qui était assez horrible, c'est que mes éducateurs qui me suivaient étaient au courant de tout ce qui m'arrivait. Personne n'a fait grand-chose. Et j'ai eu la chance, c'est que j'avais toujours été entouré, mes amis avaient toujours été là. Donc c'est mes amis qui m'ont beaucoup aidé. Et à 19 ans, je me suis retrouvé à la rue. Je suis devenu SDF. SDF, après, on m'a placé au SAMU social parce qu'on ne savait pas où me mettre. À vous imaginer, aveugle, déjà pour quelqu'un qui est voyant, c'est horrible. Alors aveugle, à 19 ans, se retrouver à la rue en étant au SAMU social. Je dormais dans une chambre où il y avait des gens qui étaient beaucoup plus vieux que moi. Ils rentraient, ils étaient quoi? Ils étaient bourrés, ils vomissaient partout, ils se battaient, s'insultaient. Et moi, je ne vous dis pas, j'étais en panique. J'étais en panique, 19 ans, aveugle, ne pas voir ce qui se passe dans une chambre, avec des gens qui s'insultaient. J'avais très peur. Donc, je me retrouvais tout le temps en pleurs. Et puis, quand la catastrophe, un aide-soignant devait m'aider à me doucher, il me fait des attouchements sexuels. Et là, je décide de porter plainte pour parler de ce qui m'était arrivé. Et ben, une fois de plus, et ben, le dossier est classé. Parce que chaque fois, après tous ces malheurs qui m'arrivaient, ben, j'étais appelé à l'aide, voir les juges, j'ai été voir la police, et chaque fois, on ne m'a pas protégé. En fait, je n'ai pas été protégé. Je pense que ma couleur ébène n'était pas positive pour moi en France. Je pense que c'était bah oui, pour les gens, c'était oui, franchement, pour les gens, c'était horrible. Un noir qui dit, voilà, qui a subi des attouchements par un blanc, alors ça arrange pas les choses. Donc, c'est pas grave. Le service social, ils ont caché l'affaire, ils ont calmé l'affaire. Le dossier a été classé en disant qu'il n'y avait pas assez de preuves. En fait, comme je dis dans mon livre, je pense que j'aurais dû savoir que j'allais être abusé. J'aurais dû prévoir une caméra. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est vrai que j'avais oublié qu'en 2001, c'est vrai que la technologie n'avait pas encore évolué. J'aurais dû penser à avoir une caméra et filmer et me dire, tiens, cet homme, il va me faire des attouchements. Mais bon, le dossier était classé. Tant pis pour moi. C'est comme ça la France, c'est comme ça. C'était très difficile pour moi. Après, j'ai annoncé que peu de temps après que je voulais devenir styliste, réaliser le rêve de ma mère. Et là, les choses ont continué parce que je pensais vraiment que en faisant des médias, ça allait m'aider. Mais j'ai fait mon tout premier défilé. Mon premier défilé, ben, ça s'est très très bien passé. Il y avait beaucoup de monde qui sont venus me soutenir, beaucoup de personnalités, beaucoup de journalistes. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, eh ben, mon calvaire a continué. A toujours continué parce que pour les gens, un aveugle qui veut faire de la mode, un aveugle qui veut faire du cinéma, il faut mieux de rester chez lui. Voilà. C'est pour ça que ça a été atroce pour moi parce qu'on m'a attaqué sur Internet. J'ai le droit au menteur, j'ai le droit au arnaqueur, j'ai même le droit au pédophile. Parce que pour les gens, un aveugle qui veut faire de la mode, un aveugle qui veut faire de ci, cela, je me suis fait attaquer.
Et comme je dis souvent, même si on parle de mon oncle et ma tante, même si on parle de la police, même si on parle des hommes politiques, même si on parle de ceux qui dirigent la France, il y a aussi la jeunesse. Même la jeunesse, des fois, elle est très mauvaise. Et ça, on ne veut pas le dire parce que chaque fois, il y a une protection envers eux, mais il y a de la jeunesse qui ne sont pas très bons. Parce que aujourd'hui, me faire attaquer autant, mais ça, c'est la méchanceté gratuite. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude, mais en fait, qui ne savent pas tout, c'est qui m'ont rendu très fort. Parce que plus les gens ne croyaient pas en moi, et puis j'avais envie de leur prouver, leur montrer le contraire, leur dire, ben voilà, ben, tu me prends pour un con, tu crois que je suis un vieux aveugle qu'il ferait mieux de rester chez lui. Eh ben non, tu vois, eh ben non, j'en veux, j'ai la motivation. Et donc, merci à eux parce qu'ils m'ont donné une force. Et puis, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de personnes handicapées qui sont très talentueux, très talentueux. Mais chaque fois, les gens sont surpris parce que je dessine, parce que je fais de la mode, parce que je fais du cinéma, parce qu'aujourd'hui, je vais faire plein de choses. Mais excusez-moi, pourquoi un voyant aurait le droit de faire toutes ces choses-là et pas moi? Pourquoi un voyant aurait le droit de dessiner? Pourquoi un voyant aurait le droit de faire du cinéma? Et pourquoi pas une personne handicapée? Pourquoi pas un aveugle? Pourquoi pas une personne qui est sur un fauteuil roulant? Pourquoi pas un sourd et muet? Mais c'est pas interdit. Je suis désolé, aujourd'hui, dans la vie, rien n'est impossible. Il y a des voyants qui savent dessiner et des voyants qui ne savent pas dessiner. Comme il y a des voyants qui savent faire de la mode, comme il y a des aveugles qui savent faire de la mode et il y a des aveugles qui ne savent pas. Mais aujourd'hui, pour l'instant, je suis le seul, mais je suis heureux parce que il y a 2 ans, il y a une école qui m'a contacté à Grenoble, une école où il y avait plein d'enfants aveugles. Et bien, grâce à mon parcours, il y a des petits de 11-12 ans, de 11, 12, 13 ans, qui m'ont annoncé qu'ils avaient envie de devenir styliste, de devenir producteur. Et ces petits, ils étaient aveugles. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Parce que leurs parents leur disaient, eh ben non, tu es non-voyant, tu es né comme ça, il faut que tout ce que tu peux faire, c'est devenir kiné, tu peux être standardiste, tu peux faire, voilà, toujours les mêmes métiers. Et comment t'as fait le tout premier défilé? T'as fait tes créations tout seul et concrètement, c'est passé comment? Alors, mon tout premier défilé, comment j'ai concrètement, c'est. Alors, un jour, j'ai décidé, puisque j'avais annoncé dans les médias que mon rêve, c'était de devenir styliste. C'était le jour où vous avez parlé de mon histoire, de tout ce qui m'est arrivé. Donc, pendant des années, pendant des mois, on va dire, j'ai travaillé. J'ai travaillé sur un projet. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de créer une marque de vêtements. Et j'ai réfléchi parce qu'il fallait que je rende hommage à ma mère, parce que ma mère était mannequin, styliste, modéliste. Son rêve, c'était d'avoir sa propre maison de couture. Et comme ma mère, elle est morte malheureusement à 20 ans, je me suis dit, il faut que je crée sa propre entreprise qui serait la sienne, mais qui est dirigée par moi. Donc j'ai eu l'idée de créer la marque Mason Ewing. Et dans cette marque, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui est innovateur parce que aujourd'hui, créer une marque de vêtements, tout le monde peut le faire. Le plus dur, c'est de rester sur le marché. Et pourquoi les gens achèteraient plus ma marque qu'une marque comme Nike, comme Adidas, comme Reebok, parce qu'ils sont là déjà depuis longtemps. Donc j'ai réfléchi, et je me suis dit, je vais créer une marque de vêtements avec un bébé. Et ce bébé que j'ai appelé Madison, un bébé qui a la peau métissée, qui a les yeux bleus bridés avec une mèche blonde. Pourquoi ce gamin qui représente toutes les origines? Parce que j'avais envie que tout le monde puisse s'identifier en lui. Voilà, je voulais passer un message d'espoir, parce que moi, comme j'ai raconté dans mon histoire, j'ai vécu malheureusement le racisme, les insultes, le racisme envers ma couleur de peau, le racisme envers mon handicap. Alors que pour moi, on est tous pareils, qu'on soit noir, blanc, arabe, chinois, on n'est pas différents. On est tous égaux. Et malheureusement, je l'ai compris en France quand on ne l'était pas, c'était pas vrai. Donc j'avais envie de faire passer un message grâce à cette marque. Je voulais que les gens sachent pourquoi ils le portent. Donc ce bébé, je l'ai appelé Madison. Et c'est une collection qui était particulière parce que la collection s'appelle la collection Madison Color. Pourquoi Madison Color? Parce que le bébé, il est international. Voilà, déjà à cause de ses origines. Et aussi parce que pour moi, un enfant ne juge pas. Un enfant, on dit toujours que c'est le symbole de l'innocence, de la pureté. Et ça, c'est vrai. Et c'est là où on parle de l'innocence. Voilà, l'enfant, pour moi, Madison, c'est une force. Il est là pour passer des messages d'espoir, apporter de l'amour, de la paix sur cette planète. C'est pour ça que moi, j'ai créé cette marque de vêtements. D'ailleurs, et la particularité de cette marque, c'est la première marque de vêtements au monde avec du braille. Il y a du braille dessus qui permet aux personnes aveugles de pouvoir reconnaître la couleur du vêtement au toucher. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé par la mode, en créant cette marque de vêtements avec le bébé Madison. J'ai travaillé dessus avec des amis au départ, parce que d'ailleurs je les remercie beaucoup, parce que sans mes amis, les choses seraient compliquées. Voilà, j'ai travaillé au départ avec mes amis, heureusement qu'ils ont toujours été là. Et quand j'ai créé cette marque de vêtements, je me suis dit, tiens, j'aimerais la faire connaître. Donc j'ai eu l'idée d'organiser un défilé de mode, c'était en septembre 2006. Et mon premier défilé était le 21 septembre, voilà. Et c'est là que j'ai commencé à le préparer, commencé à l'organiser. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidé,
qui m'ont, grâce à eux, j'étais partenaire avec L'Oréal. L'Oréal, la grande entreprise, elle m'a décidé de me soutenir. Elle devient un de mes partenaires. Et à cet événement, j'ai eu New Balance, j'ai eu vraiment des grands sponsors, des grands partenaires. Et c'était impressionnant parce que c'était mon tout premier défilé, d'avoir une salle prestigieuse à Paris qui s'appelle les Salons Vianney dans le 12e, d'avoir L'Oréal, d'avoir New Balance, d'avoir plusieurs marques. Et le présentateur Laurent Petit-Guillaume, vraiment, qui est devenu un très bon ami depuis maintenant une quinzaine d'années, est venu me soutenir, il est venu présenter mon événement. C'était vraiment magique pour moi. Et c'était le plus beau jour de ma vie. Et c'est là où mon défilé, vraiment les choses ont commencé pour moi dans le monde artistique. Et on peut l'acheter ton t-shirt? On peut le trouver sur internet ou... Alors, pendant des années, j'ai voulu s'occuper de faire de toute ma partie marketing parce que, comme j'ai dit, créer une marque d'événements, c'est vraiment la chose la plus facile au monde. Le plus dur, c'est de rester. Je voulais la faire connaître, donc j'ai fait beaucoup de médias pendant des années. J'ai fait ma pub, j'ai fait mon marketing, j'ai fait connaître la marque. Et aujourd'hui, oui, il y a une vente en ligne qu'on va refaire prochainement parce qu'on va évoluer, qui s'appelle Mason Shopping. Donc, mes vêtements, à un moment, ils étaient vendus chez Hawaii Surf. À un moment, ils étaient vendus dans certains magasins. Et j'ai décidé maintenant que je compte moi-même vendre dans ma propre boutique en ligne. Et après, je vendrai aussi, par exemple, après, je compte ouvrir mes propres magasins qui vont s'appeler Mason Shopping. Vendre voilà, la collection Madison Color, vendre aussi mes collections de haute couture. Et là aussi, on va être partenaire là, avec Green Pills. Green Pills qui vont vendre mes vêtements sur leur site de vente en ligne. Voilà. Donc, mes vêtements, oui, on peut les trouver sur Internet. Trop cool. Et c'est une question bête, hein, sûrement pour toi, mais quand tu dessines, alors moi je sais pas du tout dessiner, mais comment tu fais, toi qui vois pas, pour que les proportions soient respectées et tout, parce que j'imagine que t'as enfin, tu sais dessiner, mais comment tu fais concrètement? Est-ce que tu as je sais pas, je pense que c'est une question que tout le monde se pose, les non-voyants qui dessinent. Comment tu fais? Voilà. Alors, je vais te répondre une chose. C'est vrai qu'effectivement, c'est la question que me posent souvent beaucoup de gens. Moi, la seule réponse que je réponds souvent, c'est que, regarde, il y a bien des voyants qui ne savent pas dessiner. Il y a bien des voyants qui savent dessiner. Par exemple, moi, aujourd'hui, déjà, comme j'ai précisé, j'ai vu jusqu'à l'âge de mes 14 ans. Donc, j'ai vu quand même pendant très longtemps et j'ai toujours dessiné. Et le dessin, c'est quelque chose, c'est un héritage que ma mère m'a laissé. Je pense que c'est elle qui m'a donné, parce que ma mère, elle aimait dessiner, elle était très bonne en couture. Moi, c'est grâce à elle que j'ai appris, parce que je ne pense pas que sans ma mère, j'aurais eu cet héritage. Je pense pas. Je pense pas que sans ma mère, j'aurais su dessiner. Donc, j'ai dessiné déjà avant. J'ai pas attendu de peindre la vue. J'ai fait tout simplement continuer et j'ai trouvé un système, ma manière de travailler avec des feuilles braille et avec un poinçon. Et après, autre chose, je pense aussi que justement, souvent nous les non-voyants, on est beaucoup plus attentifs aux détails. Et comme je dis comme je dis souvent dans mes interviews, je pense que nous les non-voyants, on voit beaucoup mieux que les voyants. Par exemple, la fois, France 2 sont venus m'interviewer parce qu'ils étaient surpris de voir comment je faisais pour entraîner les mannequins. Je reprenais leurs pas. Alors que des fois, et honnêtement, mes mannequins, c'est moi qui les ai appris à marcher. Et souvent, ils marchent même mieux que des mannequins qui ont été dirigés par des voyants. Par exemple, il y a la fois, TF1 était choqué parce que ils m'ont filmé, ils voulaient faire un documentaire sur moi pour le 20h le mag. Et bien, ils sont venus me filmer pour un concours de beauté. Et la fille est venue, une postulante est venue, je ne la connaissais pas du tout. Et ils ont été surpris parce que j'ai su lui dire sa taille. J'ai su lui dire des trucs, il y a des choses comme ça. Et que des fois, comme je dis, je suis mon instinct, tout simplement. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Et je pense que pourquoi un voyant pourrait être un génie et pourquoi pas une personne handicapée? Il y a bien des artistes qui ont réussi à composer alors qu'ils n'entendaient pas du tout. Il y a bien des gens il y a bien des sportifs handicapés qui font des choses. Moi, ils m'impressionnent beaucoup plus que quand je vois, par exemple, un valide courir. Moi, l'athlétisme, un athlète qui arrive à courir avec des jambes amputées, moi, je trouve ça incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Regardez, par exemple, Éric Brun-Sanglard. Il est non-voyant, il décore toutes les maisons des stars d'Hollywood, alors qu'il est aveugle. Rien qu'en entrant dans une pièce, il sait comment la pièce est, il suit son instinct, il décore, c'est lui qui a décoré la maison de Penelope Cruz, par exemple, à Hollywood, et de pas mal d'autres personnalités. En fait, c'est parce que les gens ils connaissent pas le mot du handicap. Je peux comprendre que des fois, ça surprend les gens, mais en fait, on n'est pas différent. On n'est pas différent. C'est parce que tout simplement, moi, je suis passionné, j'aime le dessin, j'ai trouvé une manière de travailler. C'est comme, vous savez, la dernière fois, je suis content parce que j'ai rencontré un monsieur qui était venu me rencontrer, il était non-voyant. Et il est venu me voir parce qu'il avait perdu la vue à cause d'une agression. C'était exactement en 2006, quand j'avais mes bureaux à Madeleine. Il vient me rencontrer
Et ce monsieur, il voulait faire de la mode parce qu'il avait entendu parler de moi. Mais il ne savait pas comment faire. Et bien aujourd'hui, j'ai de ses nouvelles. Et bien il a trouvé une manière de travailler, de faire la couture. Et maintenant, il coupe pour des couturiers. Et il fait la couture, sa couture, elle est même beaucoup mieux, elle est même plus efficace. N'oubliez pas qu'on a le toucher. On a le toucher que souvent, moi je dis que je vois même beaucoup mieux que les voyants parce que quand je fais un casting, les gens se disent ah bah tiens, il est aveugle, il va faire comment pour sélectionner tiens ce garçon, tiens cette fille. Moi je touche pas le visage, mais je suis mon instinct. Quand on voit même chez moi, là on voit les cadres qui sont sur mon mur, les mannequins qui portent mes robes, c'est moi qui les ai sélectionnés. Et souvent même sans méchants, mes amis, je trouve que des fois ils ont des vieux goûts. Bah oui, non mais c'est vrai, je trouve qu'ils ont des vieux goûts parce que les jeunesses ils viennent et me disent mais comment tu as fait pour sélectionner ces filles, mais tu es aveugle. Je lui dis, mais et alors? Par exemple, il y a des comédiens, des fois, qui sont surpris parce qu'ils parlent avec moi. Quand ils postulent, je prends le temps de parler avec eux au téléphone. Des fois, je peux rester une heure avec un comédien au téléphone, même si je ne le connais pas au départ. Je m'en fiche. Mais c'est important. Parce que moi, en parlant avec lui, ben, je sais déjà, je vous assure, je sais déjà s'il va être bon ou pas. Tous les comédiens que j'ai rencontrés peuvent témoigner. Et ben, rien que de parler avec eux au téléphone, je savais que quand je les verrais jouer à mon casting, soit il serait nul ou il serait bon. Et chaque fois que je dis, bah, lui, il ne sera pas bon. Et chaque fois, je l'ai même dit à lui, bah, tu verras quand tu vas jouer, parce que tout le temps, c'est, ah, mais ça, tu vas me voir jouer, tu vas voir comment je suis incroyable, tout ça. Je lui dis, mais excuse-moi, mais moi, j'en suis certain que tu ne sais pas jouer. Et je lui dis, où sont tes défauts, il ne me croit pas. Et bien, c'est moi à jouer. Et bien, les défauts que je lui ai dit, c'est exactement ça. Il s'étonne, il me fait, mais comment tu pourrais savoir ça? C'est pas possible. Je lui dis, mais en fait, les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense que tout simplement, on a chacun, ben, je pense que l'artiste qui compose de la musique sans entendre, il va te dire, ben, il ne saura pas t'expliquer. Mais chacun a son talent. Il y a des choses qu'il ne peut pas s'expliquer. Il y a même des voyants qui n'ont aucun handicap. Et je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose d'avoir aucun handicap, parce qu'au fil du compte, on a tous un handicap sur cette planète. Ouais. Non, mais c'est clair, je pense que tu as raison. C'est ça, on a tous Après, un... nous qui. Moi, j'ai mes deux bras, mes deux jambes, je vois, j'entends, je sais parler, et je me rends compte que c'est quand même pratique. Et donc, tu vois, dans un esprit très pragmatique, quand je me rends compte de tous les obstacles qu'il y a rien que dans la rue, bah, le fait de les voir, c'est quand même mieux. Et pour dessiner, c'est pour ça que je te demande, parce que je suis fascinée. Après, je pense pour les relations humaines, tout ça, c'est pas forcément nécessaire de voir. Et d'ailleurs, C'est ça. ma prochaine question, c'est qu'est-ce que tu vois de plus que nous? Ah, ça c'est une belle question, parce qu'on ne me l'a jamais posée. Aucun journaliste ne me l'a jamais posé. Pourtant, j'en ai eu des milliers d'articles. Qu'est-ce que je vois plus que vous? Attends, Eh je suis ben, désolée, il y a une caméra qui s'est éteinte. Oula, je vais la rallumer. Voilà, c'est bon, pardon. eh ben, tu reposes la question ou c'est bon? Non, vas-y, tu peux enchaîner. Qu'est-ce que tu vois de plus que nous? Qu'est-ce que je vois plus que vous? Ouais. Ah ben, je dirais tout. Par exemple, aujourd'hui, je rencontre des gens, et des gens que je veux savoir, même si je veux savoir dès le départ qu'il faut que je me méfie, même si je vais traîner avec eux, je vais me dire, bon, c'est pas grave, continue quand même à leur parler, et bien à chaque fois, je me trompe pas. Ben, par exemple, les gens croient, souvent les gens sont là, ah mais Messon, fais attention parce que maintenant que tu deviens connu, ah ben maintenant, comme tu es aveugle, tu es une proie facile. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, je me suis fait avoir. Il y a certaines personnes, je ne donnerai pas leur nom, qui ont profité de mon handicap, qui m'ont fait signer des contrats parce que j'étais aveugle. Mais ça, on sait très bien que les valides, ça, des fois, c'est la facilité. Dieu merci, certains valident, parce que pas tous, qu'il y a des valides très très bien. Attention, je le précise. Mais il y en a une qui a profité de ma faiblesse. À ce moment-là, je pense plus que, à ce moment-là, j'étais plus faible. Et puis, en ce moment-là, ça faisait pas très longtemps que j'avais perdu la vue. Il fallait que je l'accepte. Et je ne l'avais pas encore accepté, honnêtement. Pas du tout. J'ai mis des années, j'ai mis très longtemps à accepter mon handicap. Donc, qu'est-ce que je vois plus que les gens? Déjà, j'arrive à détecter les personnes qui sont là par intérêt. Et c'est pour ça que chaque fois, ils n'ont pas de chance, les pauvres. Parce qu'ils essaient de venir profiter de Messon, parce qu'aujourd'hui, Messon a du réseau, Messon a des contacts, mais bonne chance à eux. Et parce qu'aussi, quand je rencontre des comédiens, c'est vrai qu'il y en a qui sont très sympas. Mais il y en a que déjà, moi, je sais dès le début que, bah oui, je vais rester peut-être ami avec eux, oui, je vais continuer à leur parler, mais ils ne sont pas faits pour faire du cinéma. Donc, il y en a des fois, les gens ne comprennent pas, je ne leur donne pas de rendez-vous. Il y en a qui vont me dire, mais ouais, mais pourquoi tu ne donnes pas de rendez-vous? Bah parce que les gens, ils ne sont pas faits pour ça. Moi, je suis content parce que je détecte, je sens. Est-ce que je peux me tromper? Franchement, non. Je me fie à mon handicap. Parce que là, on dit la vie, elle est bien faite. Quand tu perds la vue, tu as tes sens qui se développent. Aujourd'hui, moi, en tant qu'être humain, si je serais valide, est-ce que je pourrais me tromper? Oui. Mais les gens ne pourront pas comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Parce que ce que je veux faire comprendre, c'est que malheureusement, quand on parle à vue, c'est comme un animal. Les animaux sont très intelligents.
Un cheval, si tu ne l'aimes pas, si tu es quelqu'un qui n'a pas des chevaux, il va le ressentir. Il va le ressentir, il viendra pas vers toi. Moi, par exemple, je suis pas très, j'aime pas vraiment les chiens. C'est pour ça que je veux pas de chien guide, par exemple. Les chiens, ils m'aiment bien. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils ont ressenti que je suis quelqu'un de bien, alors que moi, je les aime pas. Mais je les aime pas parce que ça m'attire pas. Voilà. Je veux dire, je ne ferai pas du mal à un animal. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'en veux pas. Mais je comprends les gens qui aiment les animaux. Par contre, je ne ferai pas du mal à un animal. Mais par contre, les chiens, chaque fois qu'ils me voient, ils viennent vers moi. Et les chiens, les chats, les animaux, ils m'aiment beaucoup. Ça, c'est mon grand malheur. Je préfère qu'ils me détestent, mais bon, c'est pas grave. Mais, mais oui, moi, je dis souvent que je vois beaucoup mieux que les gens parce que j'arrive à détecter les mauvaises personnes. Parce que chaque fois que j'ai rencontré des personnes, même si j'ai aidé des gens, j'ai aidé parce que moi, je me dis toujours, c'est important d'aider les autres. En tout cas, j'essaie de garder le bon côté de ma mère. Ma mère était quelqu'un de très aimante, qui aidait les autres, elle avait un bon cœur. Et moi, j'essaie de l'avoir. Donc, quand je peux, j'essaie d'aider quelqu'un, même si je sais qu'il va m'avoir. C'est pas grave. Je me dis, l'essentiel, c'est qu'il ne me détruit pas. Parce que de toute façon, le pire est derrière moi. Il va faire quoi? La dernière fois, j'ai hébergé quelqu'un, il m'a volé ma carte bleue. Alors que c'est quelqu'un qui était à la rue, je voulais l'aider parce que moi je trouve qu'il faut donner un coup de main parce que moi je l'ai vécu, j'étais SDF. Des fois les gens sont étonnés parce que j'héberge des gens qui sont dehors. C'est normal. Je ne peux pas savoir que quelqu'un, un jeune, il est à la rue, moi je suis chez moi, j'ai de quoi manger, je suis au chaud. Il ne peut pas en savoir ce que j'ai enduré parce que moi je l'ai vécu. Donc oui, quand je peux, j'aide les autres. Après, je fais attention aux vautours. Les vautours, je les ressens trop. Mais j'aime bien, moi ça m'amuse. Des fois je m'amuse. Voilà. Mais si ce qui est beau, c'est que mon handicap, franchement, c'était une force pour mon travail. Ah oui, c'était une force. Et franchement, je vois beaucoup mieux. Je pense pas que je serais aussi talentueux si je serais resté voyant. Je pense que mon handicap était une force. Et pour moi, avoir perdu la vue, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Vraiment la plus belle chose. Honnêtement, est-ce que j'ai un regret? Pas du tout. Est-ce que si on me disait aujourd'hui, voilà, et on pouvait retourner en arrière, il y avait une machine qui me permettrait de retourner en arrière, de recommencer, est-ce que je recommencerais mon destin? Pas du tout. C'est une des raisons pour laquelle j'ai appelé mon livre Les yeux du destin, parce que mes yeux sont tout grands ouverts. Et ce qui est drôle sur la photo de la couverture de mon livre, c'est que on me voit, j'ai une main fermée et une main ouverte, alors que j'étais un bébé. Qui veut dire que j'avais des grands yeux ouverts qui prouvent que j'étais déjà déterminé, qui prouvent que déjà je savais déjà ce que je voulais dans la vie. J'étais un bébé, mais j'avais déjà une destinée. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Les yeux du destin, parce que voilà, mes yeux sont toujours grands ouverts. Ils ont beau être dans le noir, ils verront toujours mieux qu'un voyant. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est une force au-delà des êtres aveugles. Et je parle au nom de toutes les personnes handicapées. Arrêtez de croire qu'on est impotent. Arrêtez de croire qu'on ne sait pas faire grand-chose. Arrêtez de penser que parce qu'on est un aveugle, on est automatiquement un pédophile parce qu'on touche quelqu'un. Arrêtez de croire que parce qu'on est aveugle, eh ben on est un menteur, on est un arnaqueur, on ne peut pas faire du cinéma, on ne peut pas faire la mode. Les gens sont très mauvais. Moi, je vois les entreprises françaises, les gens n'en parlent pas. Comment c'est... Tu penses vraiment que les gens sont mauvais? Ah, les gens sont très mauvais à les handicaper. Mais attention, quand je dis les gens, c'est certaines personnes. Parce qu'il y a des gens formidables. Moi, je peux vous parler de mon parrain Olivier Lapidus. C'est quelqu'un qui a toujours cru en moi. Pour lui, il a compris dès le départ que mon handicap était une force. Mon parrain, c'est quelqu'un de merveilleux. Je vois Emmanuel Petit, je vois Bruno Bellone, je vois Pauline Ekambi. Il y a des gens comme ça, Olivier Dacour. C'est des gens qui ont vraiment été là pour moi. Je vois le prince Albert, quand je l'ai sollicité, et ben là, il me soutient maintenant. Et je vois, il y a lui Ducrier, le fils de Stéphanie de Monaco. Et ben ça, c'est des gens qui n'ont pas hésité à croire en moi. Mon handicap n'a pas été pour eux une faiblesse, mais plutôt une force. Et ces gens n'ont pas eu peur de me soutenir. Et même l'actrice de cinéma, Féminine Richard, la preuve, elle a joué dans un de mes courts-métrages qui s'appelle Le plus beau cadeau de ma mère. Féminine Richard m'a soutenu énormément. Elle me soutient. Non, j'ai beaucoup de chance. J'ai la chance comme Salim. Salim, c'est un cavalier, il est non-voyant. Il est incroyable. Moi, j'étais le voir faire du cheval et je ne sais même pas comment il fait. Il fait des championnats. J'ai un ami qu'on appelle le guépard blanc. Et justement, il vient de faire quoi là? Il vient de gagner la médaille d'or aux Jeux handisport, à l'athlétisme. Et malheureusement, on ne parle pas assez d'eux parce qu'ils sont handicapés. Alors oui, on parle de moi parce que j'ai une histoire tragique, mais ben, moi, vous savez quoi? Je ne suis pas le seul. On compte tous vous clouer le bec. On compte tous vous montrer que voilà, on a beau être handicapé, mais on est beaucoup plus fort que vous le croyez. On sera beaucoup plus fort que vous. Et ne vous inquiétez pas, putain, on va y arriver. Et effectivement, oui, je suis non-voyant. Effectivement, je dessine. Et alors? Effectivement, il y a des voyants qui dessinent. Oui, je suis non-voyant, je fais du cinéma. Et alors? Il y en a d'autres qui font. Il y a bien des voyants qui savent pas. Moi, je connais des voyants qui sont nuls, qui ne savent rien faire. Ils ne savent même pas faire à manger. Moi, je suis aveugle, j'apprends à mes amis à cuisiner. J'ai appris les trois quarts de mes comédiens, je les ai appris à cuisiner, même à mes mannequins.
alors qu'ils ne savent pas cuisiner. Alors que oui, effectivement, je suis bien aveugle. Un aveugle n'est pas spécialement ce que vous croyez. Et ben, aujourd'hui, on n'est pas différent de vous. Et souvent, vous êtes même plus handicapé que moi. Et plus handicapé que nous. Mais donnez-nous une chance et arrêtez de croire que, voilà, surtout les entreprises françaises. Les entreprises françaises, ils ont du mal. Pas toutes, pas toutes. Certaines, elles ont du mal. C'est dommage. Moi, je vois l'entreprise LCL, je ne veux pas faire de la pub pour LCL, mais je remercie parce que ma banque, eh ben, je suis content parce que, non, je dis c'est important. Parce que si tu veux, moi, ce qui m'a fait le plus souffrir, honnêtement, c'est que quand j'allais voir les banques, tu sais ce que me disaient les banques? On ne vous prêtera pas d'argent parce qu'on ne sait pas quand est-ce que vous allez mourir. Les banques me disaient ça. Parce que pour les banques, eh ben, je suis personne handicapée, on ne sait jamais, je peux mourir à tout moment. Mais il faut arrêter cette connerie. Il y a des gens qui sont valides qui meurent tôt. Il y a des gens valides qui vivent longtemps. Il y a des personnes handicapées qui meurent tôt. Il y a des personnes handicapées qui vivent longtemps. Et moi, je compte vivre bien longtemps pour emmerder les gens. Et je ne suis pas prêt à mourir. Ah, mais moi, je le dis et je ne suis pas prêt à mourir. Et justement, oui, quand tu trouves une banque comme LCL qui est prêt à m'aider, qui est prêt à me soutenir, ma banquière, elle est formidable. Moi, j'en parle parce que dans mon livre, ça m'a choqué. Parce que c'est la première banque qui m'ont pris pour ce que j'étais, un être humain. Et c'est ça mon combat aujourd'hui. Et ça, c'est important. Et moi, quand je rencontre une entreprise qui n'a pas peur de me montrer que je suis un être humain, je suis fier de dire oui, ben franchement. Et tu vois, je dis aux personnes handicapées, puisqu'aujourd'hui, on m'interviewe pourquoi? Parce que je suis handicapé, les gens, je fais des choses incroyables. Eh bien, allez chez LCL, parce que LCL, c'est une des banques qui soutient les personnes handicapées. Moi, je suis heureux là-bas. Et je vous le dis, j'en ai fait pas mal de banques et j'étais très déçu, parce que je ne donnerai pas de nom, mais je trouve que des fois, c'est dommage qu'on n'ait pas confiance plus aux personnes handicapées. Et voilà. Alors que oui, bah oui, je suis handicapé, mais je suis content de l'être. Et franchement, des fois, les gens veulent que je retrouve la vue. Mais si je vous annonce quelque chose, je pourrais vous dire des choses qui sont surprenantes sur mon handicap. Mais j'en ai pas envie. Parce que de toute manière, je vois très peu, j'ai un 50e à chaque œil. Je suis amblyopes, je vois pas grand-chose. Mais aujourd'hui, Alors tu vois quand même un peu de lumière oui, la lumière, le jour, les ombres, quand il fait nuit, tout ça, effectivement. Mais ça me suffit largement. Ça me suffit largement pour que je vois mes dessins. Mes dessins, ils sont dans ma tête. Et ça, c'est beau. J'ai pas besoin j'ai pas besoin de plus. Et je suis sûr que j'aurais été voyant, je ne serais pas aussi talentueux. Franchement. Non, mais c'est vrai. C'est d'être aveugle, ça me donne l'imagination, la créativité. Tu viendras un jour me filmer pendant que je suis en tournage, même aux États-Unis, tu hallucinerais. Je m'éclate quand je fais un tournage, les gens sont choqués. Mes robes, tout à l'heure, tu montras à la caméra les robes qu'on a fait, qui ont été cousues. Ben, tu vois, ce sont mes dessins. Et c'est ma fierté, c'est mon travail. Voilà, c'est tout. Qu'on arrête de croire que nous, on ferait mieux de rester chez nous. Bah Non, c'est pas vrai. Ceux qui croient ça, c'est des imbéciles. Exactement, c'est ça. Mais du coup, est-ce que tu penses que proportionnel, enfin, si on devait compter, est-ce qu'il y a plus de positif ou de négatif dans le monde et dans la vie et dans les hommes? Moi, pour moi, la vie, pour moi, elle est belle. Il y a beaucoup de positifs. Mais la preuve, malheureusement, c'est triste. Il a fallu que ça ait été le destin. Mon oncle et ma tante, par exemple, ceux qui m'ont maltraité, ils ont voulu me détruire, mais ils m'ont rendu beaucoup plus fort. En fait, malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils ont voulu. Mais regarde, peut-être que c'était mon destin. Je suis certain qu'il fallait que je perde la vue. Parce que je devais mener un combat aujourd'hui pour aider les personnes handicapées. Donc, la vie, oui, elle est belle. Bah, c'est triste ce qui m'est arrivé. Mais regardez, si ma mère ne serait pas morte, je serais pas venu en France. Si je ne serais pas venu en France, je n'aurais pas perdu la vue, je n'aurais pas connu plein de gens merveilleux que j'ai connus. Aujourd'hui, le cinéma, c'est le plus beau cadeau de ma vie parce que grâce au cinéma, j'ai rencontré les gens les plus merveilleux. Grâce au cinéma, j'ai rencontré mon meilleur pote. Grâce au cinéma, j'ai connu mon meilleur pote que j'adore, quelqu'un que j'adore, que mon parfum va porter son prénom. Ben, c'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ben, est-ce que toutes ces choses, je regrette? Non. La vie, elle est belle. Et honnêtement, oui, c'est vrai, on peut naître avec un handicap, mais c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on a spécialement envie d'être valide. Et ça, je le précise. Parce que beaucoup m'ont croit que, ah ben là, j'ai beaucoup de mes copains disent, ah Mason, ah, tu vas retrouver la vue. Ah mais ça serait super bien. À un côté, je les comprends. Ce sont mes amours. Ils pensent à moi. Ils pensent, mais comme je dis souvent, mais pourquoi tu veux que je retrouve la vue? Ah mais parce que ça serait mieux. Mais ça serait mieux pour qui? Ça serait mieux peut-être pour toi, pas pour moi. Parce que si moi, je ne demande rien, pourquoi tu veux que je retrouve la vue? Bien sûr qu'aujourd'hui, si je trouve la vue, tant mieux. Oui, tant mieux. Mais honnêtement, je suis heureux, je suis bien comme je suis. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Hugo. On lui a appris qu'il pouvait souffrir au péris, qu'il est sourd et muet. Eh bien, Hugo n'a pas du tout envie. Il est bien comme il est. Après, il y a d'autres handicapés qui le souhaitent, qui veulent retrouver la vie. Il y a d'autres handicapés qui veulent se faire opérer. Ben, tant mieux. Et si c'est ce qu'ils souhaitent, qu'ils le fassent. Et ils ont raison. Mais il y en a d'autres qui sont heureux comme ça. Et comme il y a des valides que eux, si aujourd'hui leurs parents vont divorcer, pour eux, ça va être la fin du monde, ils vont se suicider. Mais moi, je suis désolé. Chacun est comme il est, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut qu'ils comprennent que moi, Mason Ewing, effectivement, je suis fier d'être non-voyant. Moi, Mason Ewing, je suis fier d'arriver où j'en suis. Moi, Mason Ewing, j'ai peut-être vécu les choses les plus atroces du monde, mais je n'ai aucun regret.
Oui, effectivement, c'est vrai que j'étais traumatisé. C'est vrai qu'on m'a fait des tortures. C'est vrai que j'étais brûlé. C'est vrai que j'étais séquestré. Mais ma force, c'est moi. Ma force, c'est mon handicap. Ma force, c'est ma mère. Ma force, c'est mes amis. Aujourd'hui, avoir parlé de la vie, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Et comme je dis souvent à beaucoup de gens qui ont vécu des choses comme moi, ne baissez pas les bras. Et n'hésitez pas les gens à vous anéantir. Servez-vous de ce passé, de cette douleur, de cette souffrance, de cette maltraitance en force. Et ça, c'est important. Et moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai transformé mes malheurs en force. Et ça, pour moi, c'est la plus belle chose que je peux passer aux gens. Souvent, mon livre il est sorti, Les yeux du destin, j'ai reçu énormément de messages de gens, des messages de résilience, parce que les gens ont acheté mon livre, ils ont lu, parce qu'ils m'ont dit, mais tu es la résilience. Ben, écoutez, tant mieux. Et merci à tous ces gens-là, merci à tous. Ben, si je peux aider les gens aujourd'hui, je suis fier parce que aujourd'hui j'ai 37 ans, je suis ambassadeur de Handicap International. Handicap International, merci à eux pour leur confiance, m'avait proposé d'être ambassadeur. Aujourd'hui, je suis ambassadeur avec Muriel Robin de la fondation Le Refuge. Voilà, Le Refuge, c'est une association qui défend le groupe des jeunes LGBT. Et moi, je suis fier de le dire parce qu'aujourd'hui, moi, je soutiens ces causes. Parce qu'aujourd'hui, oui, on me demande souvent, alors, mais ça, vu que tu soutiens, t'es quoi, t'es homo, t'es gay, t'es bi? Je dis, mais aux gens, mais ça vous regarde, je suis un enfant du monde. Si demain, je couche avec un garçon, ça me regarde. Demain, je suis avec une fille, c'est mon problème. Mes histoires, ça me regarde. Oui, vulgairement, mes histoires de cul, ça me regarde. Les gens, je les emmerde. Voilà. Et les gens n'ont tout pas compris ce que je fais parce que, comme je dis, malheureusement, quand j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, il n'y a eu personne. J'ai dû me démerder tout seul. Et ça, c'était très dur. Mais quand je dis tout seul, ma force, mes amis m'ont soutenu moralement. C'est pour ça que les gens, s'ils veulent découvrir, en savoir plus sur l'histoire de Messa Newing, ben, achetez les yeux du destin. Laissez des commentaires. Contactez-nous sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai créé une association, SOS Madison International, qui est là pour aider les personnes handicapées, les enfants maltraités. Surtout l'association, ce que je veux en premier, c'est qu'elle soutient les enfants. Parce qu'avant d'être handicapé, avant d'être né séropositif, avant d'être né tout ce que tu veux, homo, tout ce que tu veux, tu commences d'abord par être un enfant. Et moi, je me bats pour que la voix de l'enfant maintenant soit entendue et que la police nous écoute parce que des fois, ils aiment bien entendre, mais ils n'écoutent pas. Et surtout, aujourd'hui, il faut qu'ils arrêtent de croire. Pas tous les policiers, parce que moi, j'ai rencontré des policiers que je découvre qui sont très bien maintenant. C'est vrai, pendant longtemps, j'étais amer, je ne les aimais pas. Moi, je ne suis pas toujours très fan. Mais par contre, c'est vrai qu'il y en a qui sont bien. Mais il faut vraiment, et ça, je trouve ça pas normal aujourd'hui. Vous êtes là aujourd'hui, vous avez décidé de faire ce métier, c'est pour nous protéger. Ben, faites-le vraiment. Parce que moi, à cause de ça, j'en ai payé le prix fort. Heureusement que je n'ai pas de regrets. J'aurais pu, mais tu sais qu'à cause de tout ce qui m'est arrivé, j'ai fait des tentatives de suicide. J'ai fait des tentatives de suicide parce que c'était atroce. Là, j'ai rencontré un quart de ma vie. C'était atroce tout ce qui m'est arrivé. Parce que si je devais raconter tout ce qui m'est arrivé, on s'en sortira même pas. Mais bon, ce n'est pas grave. La vie, oui, elle est belle. Et je préfère rester positif. Je n'en veux pas non plus à mon oncle et ma tante. C'est pas grave parce qu'ils m'ont non. On me demande son nom, je n'en veux pas. C'est pas grave. Écoute, j'ai été les voir. Ma tante m'a dit, et mon oncle m'a dit clairement, c'était bien fait que j'ai perdu la vue, que j'ai eu ce que je méritais. Ils m'ont dit clairement qu'ils ne regrettaient pas ce qu'ils m'ont fait. Oui, monsieur et madame Ekola, tu imagines qu'ils sont témoins de Jéhovah, sa femme est témoin de Jéhovah, elle m'a dit clairement qu'elle ne regrettait pas ce qu'elle m'a fait. Mais et comme je précise dans mon livre, tous les témoins de Jéhovah ne sont pas mauvais. Il y a des gens très bien. Moi, les témoins de Jéhovah, moi franchement, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai jamais eu aucun problème avec eux. Mais ma tante, c'est une personne mauvaise. Son mari, il est encore pire. Lucien Ekola, c'est quelqu'un de mauvais. Mais donc, non, je n'en veux pas, c'est pas grave. Mais par contre, je veux juste que les gens sachent ce qu'ils ont fait. Que c'est pas normal. Après, qu'ils aillent les voir pour les tuer, pour les faire quelque chose, les taper, non. Non, la violence n'aboutit à rien. Et puis pitié, ne devenez pas comme eux. Eux, c'était des gens mauvais. Et moi, j'ai pas du tout envie de leur ressembler. Au moins, je peux me regarder dans une glace. Bien ça, c'est ironique, hein, parce que c'est regarder dans une glace alors que je ne vois pas. Mais c'est pas grave, la glace, au moins, elle me voit. Voilà, c'est ça l'essentiel, c'est que je me mets devant une glace, je serai quand même dessus. C'est le plus important. Mais non, je n'en veux pas. Et voilà. Mais pour moi, n'hésite pas, tout simplement. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que l'ignorance. Il n'existe plus. Et voilà. Donc, après tout, la vie pour moi continue. Moi, je suis heureux. Et en tout cas, courage à tout le monde. Et je dis aux gens, ne perdez jamais espoir. Et ne faites pas comme moi, j'ai fait à l'époque, des tentatives de suicide. Et essayez de trouver des gens bien. Si vous avez besoin de parler, si vous avez des problèmes, ben, contactez SOS Madison International. On est sur Google. Vous pouvez aussi aller sur nos réseaux sociaux. Voilà, vous tapez mon nom, Messa Newing sur Google. Voilà, franchement, il ne faut pas abandonner. Je dis courage à tout le monde et aux victimes, aux enfants maltraités, surtout aux enfants maltraités, pitié.
allez trouver, je sais pas, contacter des gens, essayez de voir, appelez-nous, contactez SOS Madison, on fera tout pour vous aider. Et aussi enfants et partages qui sont là. Faites quelque chose, mais ne mettez pas fin à vos jours parce que c'est pas la solution. Et franchement, et en plus, vouloir se suicider, c'est, pour moi, comme je dis, ce que j'ai voulu faire à l'époque, c'était lâche. C'est donner raison à nos bourreaux. Il ne faut jamais laisser nos bourreaux gagner parce que notre force, c'est nous. Voilà, merci à tous. Attends, juste, j'ai une dernière question avant de terminer. J'avais encore. Dernière question, un peu plus légère du coup. C'est quoi tes kiffs dans la vie? Tes petits plaisirs, petits bonheurs Alors, mes kiffs dans la vie, c'est franchement, c'est moi j'adore parler aux gens parce que je trouve que déjà pour être un bon producteur, pour un bon auteur, il faut savoir, je m'intéresse beaucoup aux gens. Moi, je parle à OSDH, je parle des gens dans le train, dans le métro, beaucoup. Moi, quand les gens possibles pour nous, je prends le temps de parler avec les gens parce qu'ils ne se rendent pas compte, tous ces jeunes, tous ces comédiens, tous ces mannequins, tous ces acteurs, tous ces artistes dans la musique, et ils sont très intéressants. Et souvent, les gens ne s'intéressent pas assez à eux. Moi, mon kiff, c'est de parler aux gens, de m'intéresser à eux parce que ils ont trop de choses à m'apprendre. Moi, comme je dis, je resterai toujours un élève, je ne serai jamais un maître. Parce que j'ai une personne qui est assoiffée d'apprendre. Mon kiff, c'est ça, c'est d'apprendre. J'adore aussi quand mes potes viennent passer des soirées avec moi, voilà, enfin à manger, en regarder des films d'horreur, parce que moi, je suis un passionné de films d'horreur. Je suis un trouillard, je suis un grand trouillard, ça me fait tout le temps peur, je suis tout le temps en train de crier, mais je vais au cinéma pour regarder des films d'horreur, mais j'en ai peur. C'est ça qui est drôle. Je vais au cimetière alors que je suis un grand trouillard. J'adore, mais en même temps, si je voulais faire du cinéma, c'est important d'avoir des sensations, des émotions. Donc oui, c'est passer les moments que je passe avec mes amis. Et je pense que ça, c'est quelque chose de merveilleux. Quand j'ai des moments que je passe avec mon meilleur pote, je pense que c'est quand mon kiff, c'est ça. Et j'adore aussi lire. Donc des fois, je lis énormément. Des fois, c'est un livre par jour. C'est un livre par jour. Et ça m'arrive souvent de lire un livre par jour. Je lis beaucoup. Je lis énormément. Donc j'aime beaucoup me cultiver. Et les voyages. J'ai beaucoup voyagé. Donc c'est ça vraiment mes kiffs. Et voilà, mes kiffs, mes kiffs. Et plus tard, mon bonheur, c'est d'avoir des enfants, une douzaine. Une douzaine d'enfants. Voilà, Ok. parce que les enfants, c'est la vie. Ok, et ben merci beaucoup. C'était vraiment hyper fort et